On peut acheter des œuvres d'art pour des raisons artistiques, on peut les acheter pour des raisons sociales, on peut aussi les acheter pour des raisons financières. Si vous attendez d'une œuvre d'art un investissement rentable, il va falloir soit spéculer sur le marché à venir, soit battre le marché à l'achat. Il me dit j'ai payé ça 50 000 €, mais ça vaut quoi? Et je lui dis ça vaut 4 000 balles. Gros coup dur. Et il me dit mais ça a beaucoup baissé. Ce à quoi je lui ai répondu non monsieur, ça n'a jamais monté. C'est un marché qui fait entre 58 et 65 milliards de dollars de transactions par an. C'est tout. Et là, je repère un tableau, et je sais que c'est un tableau de Picabia. Tableau qui a été perdu depuis quasiment 100 ans. Aujourd'hui, on va explorer un univers souvent perçu comme fermé, complexe, inaccessible si on n'est pas dans le top 0,1% de la population, le marché de l'investissement dans l'art. Comment fonctionne ce marché et est-ce un bon investissement? Quels sont les dessous du marché de l'art, les secrets des investissements à plusieurs millions, les astuces à connaître et les erreurs à éviter? Pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie d'un véritable expert du domaine, Arnaud Dubois. Expert reconnu dans le domaine de l'investissement dans l'art avec plus de 15 ans d'expérience, il a accompagné de nombreuses familles et personnes fortunées dans leurs investissements et il connaît tous les rouages du marché. Il est également aujourd'hui le cofondateur de Matisse, une plateforme innovante qui permet d'investir dans des œuvres sélectionnées par des experts, souvent inaccessibles au grand public grâce à un modèle de club deal. On est parti pour cet épisode, j'en profite rapidement pour dire que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos où j'essaie de décrypter tout l'univers de l'investissement en général, donc si cela vous intéresse et que vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Un grand merci à vous et on commence tout de suite avec cet épisode. Bonjour Arnaud. Bonjour Thomas Meyeul, merci beaucoup de ton accueil. Un grand merci à toi d'être ici. On va pouvoir parler de l'investissement dans l'art, un investissement qui, comme on le disait avant off, beaucoup de gens savent qu'il y a de l'investissement dans l'art, qu'on peut faire des choses avec ça, qu'on peut gagner de l'argent, mais c'est obscur pour beaucoup de monde. Et donc l'enjeu et le défi aujourd'hui, c'est vraiment que tu essaies de nous démocratiser ce sujet. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut parler un peu de toi avant, pour savoir comment tu en es arrivé à l'art et comment tu en es arrivé à Matisse aujourd'hui? C'est quoi un peu ton parcours? Alors, moi je suis né à Djibouti, j'ai grandi à Djibouti, j'y ai vécu jusqu'à mon bac, j'ai fait des études ensuite d'histoire de l'art, de marché de l'art, de gestion de patrimoine. L'histoire de l'art m'a permis de connaître la valeur artistique, le marché de l'art une valeur financière, acheter et vendre. Mais on n'achète pas, on vend pas n'importe quoi, on vend des œuvres qui sont importantes, d'artistes importants. Et puis la gestion de patrimoine pour le replacer dans le patrimoine global d'un client, avec la conviction évidemment que le client a des aspirations qui évoluent en fonction de ses moyens, de son âge, etc., de sa situation patrimoniale, et qu'à un moment donné, il pourra s'intéresser aux œuvres d'art. Alors, s'intéresser aux œuvres d'art, tu sais, on achète des œuvres d'art pour 3 raisons, pour des raisons artistiques, des raisons sociales et des raisons financières. Et il était à peu près évident que lorsque j'étais jeune stagiaire à travailler dans les galeries, les sociétés de vente aux enchères en France et à l'étranger, que j'avais aussi, moi aussi, j'avais envie d'appartenir à ce monde, d'acheter, de collectionner éventuellement avec les moyens qui étaient les miens, c'est-à-dire 300 balles par mois, tu vois, mais j'avais quand même envie de collectionner, de goûter au plaisir de la collection et à l'éternité de l'œuvre d'art. Et puis, posant la question aux galeristes, mais quelles sont les œuvres que je peux acheter? Qu'est-ce que tu penses de ça? J'aime beaucoup. Combien tu me le fais? Et puis, qu'est-ce que tu en penses? Parce que j'ai pas beaucoup de sous. Est-ce que tu penses que c'est un bon achat? Et là, l'immense majorité du temps, pour pas dire exclusivement, la réponse est toujours la même, elle tombe comme un coup près. La meilleure façon d'acheter une œuvre d'art, c'est de l'acheter avec son cœur. La meilleure façon de ne pas se tromper, c'est d'acheter avec son cœur. Alors je trouvais que la réponse, elle pouvait être intéressante si on voulait arnaquer un petit stagiaire sur une œuvre à 3000 balles, mais c'était pas le bout du monde, j'avais bien conscience que ça changerait pas ma vie. Je la débuterais peut-être un peu plus, ça serait un peu plus dur, mais ça ne changerait pas ma vie. Par contre, j'entendais exactement la même chose pour des clients qui venaient dépenser 100, 200, 300, 500 000 euros. Et on leur donnait exactement la même réponse, achetez des choses que vous aimez, vous ne vous tromperez jamais. Alors, il se trouve qu'on n'est pas obligé d'avoir le même goût tout le temps.
D'accord, moi j'adore les cacio et pépé et je sais bien que si je devais manger des cacio et pépé tous les jours et manger un tiramisu en dessert tous les jours à chaque repas, à un moment donné, ça m'embêterait un petit peu. Et peut-être que j'aurais envie de changer de repas. Ça veut pas dire que j'aime pas ça. Ça veut dire que j'ai envie de changer éventuellement ma collection et la faire vivre. La faire vivre, c'est peut-être lui acheter une nouvelle pièce, l'enrichir bien sûr, mais c'est aussi peut-être dire cette œuvre je l'aime moins. Parce que je l'ai acheté dans un contexte particulier. Et si je l'aime moins et que j'ai envie de la revendre, parce que c'est une poire pour la soif, parce que elle peut tout simplement ne plus m'intéresser, quand je la revends, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que ça vaut? Et comment je la revends? Et là, je me rends compte que ce truc à 200, 300 000 euros, potentiellement, ça vaut pas le quart. Et petite anecdote, je me rappelle quand j'ai commencé à travailler d'un monsieur qui est venu me voir, il me dit « Ah, mais très bien, vous travaillez dans la gestion du patrimoine artistique, le marché de l'art, vous savez, moi aussi j'achète et je vends des tableaux, ah bon, c'est très bien, enfin j'achète surtout, je suis collectionneur, c'est très bien monsieur. » Et il me dit, mais regardez, j'ai ça. Et je lui dis, bon, c'est très bien, vous aimez? Oui, oui, j'aime beaucoup, c'est super. Et il me dit, j'ai payé ça 50 000 euros. Et je lui dis, ok, parfait. Et il me dit, mais ça vaut quoi? Et je lui dis, ça vaut 4 000 balles. Et il me dit, mais je les ai payés 50 000. Coup dur. Gros coup dur. Coup dur, gros coup dur. Alors l'idée, c'est d'être suffisamment pédagogue pour pas se faire trancher la tête. Mais la meilleure façon de savoir que ça valait 4 000 euros, c'est de regarder les résultats de vente aux enchères, de voir qu'un artiste comme celui-ci, les œuvres de cet artiste qui s'échangent, ne valent rien. Et la personne me dit, mais vraiment coup dur, il est tout blanc. Et il me dit, mais ça a beaucoup baissé. Ce à quoi je lui ai répondu, non monsieur, ça n'a jamais monté. Et donc à l'époque, il a payé ça 50 000 balles. Et ce client qui a des moyens financiers qui sont conséquents et qui n'est pas à 50 000 euros près, en soi, ça ne va pas ruiner sa vie ni son patrimoine, mais à l'ego, ça fait mal aussi. Il a quand même, alors un peu à l'ego, mais il le dira à personne, il n'y aura que lui et moi, et puis il ne me parlera plus après, mais je pense qu'on a le droit d'acheter des œuvres qu'on aime et de les faire dans de bonnes conditions. Et c'est pour ça que j'ai créé Matisse, entre autres. C'est donner de la possibilité à des clients particuliers d'avoir accès à une classe d'investissement exceptionnelle, haut de gamme, du sur-mesure, à partir de 20 000 euros. On aura l'occasion d'en reparler peut-être tout à l'heure. Et surtout, de leur expliquer à ces clients combien ça vaut et pourquoi ils achètent ça à tel prix, dans telles conditions. C'est un marché. Il y a des marchés, il y a le vin, les chevaux, le marché de l'immobilier, le marché financier, etc. Mais le marché de l'art, c'est la même chose. Il a ses codes, il faut juste les connaître. Et la plupart des clients ne connaissent pas ça. Lorsque je crée Matisse, j'ai envie d'être le client de cette boîte qui n'existe pas. Et aujourd'hui, on en fait profiter le plus grand nombre pour notre plus grand plaisir. Et donc, quand tu as commencé ton parcours dans l'art, parce que dès le début, en fait, tu as fait des études dans l'art. J'ai toujours voulu faire ça. Tu savais que tu voulais travailler dedans, mais tu t'imaginais pas forcément le faire côté gestion de patrimoine d'abord, et ensuite côté investissement. Oui et non, parce que c'est un marché sociologiquement où les gens qui travaillent, on va dire les marchands d'art, les galeristes, les sociétés de vente aux enchères, globalement, on a affaire à des gens qui sont bien nés, bien élevés, qui ont un petit peu d'argent, qui ont un bon réseau social, etc. Je vais te donner une anecdote qui est terrible, mais lorsque, toujours stagiaire, j'étais allé voir un très grand marchand parisien dont je tairai le nom, j'avais posé la question, j'avais demandé qui me reçoit, il avait la gentillesse de le faire, et puis il me dit, mais vous êtes plutôt malin, ça m'intéresse, etc. Mais d'où vous venez? En fait, comment connaissez-vous tout ça? Alors je lui explique que ça me fascinait, moi qui suis né à l'étranger, de comprendre aussi mon pays pas que en lisant Bel Ami et la vie romantique, mais aussi en regardant ses œuvres, ses tableaux, témoins d'une époque. C'est ça un artiste, hein, c'est un témoin, c'est une photographie d'un moment, et un très bon artiste a une capacité à anticiper l'histoire future. Mais c'est le témoin d'une époque, et donc évidemment aller au musée d'Orsay, au Louvre bien sûr, et à Pompidou de manière tout à fait naturelle, a été un révélateur pour moi personnel, mais aussi professionnel. J'avais envie de faire ça. Et pour revenir à ce grand marchand parisien, il me demande, mais vous connaissez plein de choses, ça vous intéresse, vous avez l'air d'avoir une tête plutôt bien faite et bien pleine. D'où venez-vous? Est-ce que vos parents sont riches? Non. Est-ce qu'ils travaillent dans le marché de l'art? Non. Est-ce que vous êtes parisien? Toujours pas. Est-ce que vous êtes homosexuel? Non. Est-ce que vous êtes juif? Non plus.
Et là, le monsieur me dit, mais ne faites pas ce métier, il n'est pas fait pour vous. Oh. Et ça arrive, c'est pas très grave, je m'en suis pas, j'ai séché mes larmes, et puis je me suis dit que c'était évidemment pour tout cela, en fait, pour tous les autres, tous ces gens qui n'avaient pas les moyens financiers d'avoir la possibilité d'avoir accès à ce marché, qu'on va inventer quelque chose pour leur donner accès à cette opportunité d'investissement. Lorsque je travaille dans ce marché, je travaille avec des gens qui avaient des moyens financiers qui étaient conséquents et je leur faisais bénéficier de l'expertise et du réseau qui était le mien. Et lorsque je rencontre mon associé François Carbone, qui lui avait une capacité à mettre à l'échelle et à structurer des club deals en les fractionnant, à ce moment-là, je me rends compte, on se parle, et puis on a les yeux qui brillent et on sait qu'on va créer Matisse. Parce que du coup, avant de créer Matisse et pour pouvoir essayer de le rendre accessible au plus grand nombre, donc d'abord tu as travaillé dans l'investissement pour pouvoir faire des investissements dans l'art pour des personnes plus fortunées dans des cabinets family office, etc. Oui, des grands cabinets de gestion de patrimoine. Une personne qui investit. Oui, tout à fait, tu as raison. C'est-à-dire que je suis allé voir, parce que cet argent, je ne l'avais pas. Je n'avais pas menti à ce monsieur, cet argent, je ne l'avais pas, mais j'avais quand même de l'expertise et je me développais un réseau. Et je voyais des opportunités me passer sous le nez. Et je me dis, c'est quand même dommage, parce que si on avait acheté cette pièce, qu'on l'avait replacée à tel endroit, on aurait quand même sacrément bien gagné notre vie. Et puis, je me suis rapproché de cabinets en gestion de patrimoine et je leur dis, mais vous, ça fait quoi? Vous avez des moyens financiers, vos clients ont des moyens financiers qui sont conséquents, vous faites très bien de l'immobilier et du financier, c'est super, mais vous le faites bien comme tout le monde. Je vous propose de proposer à vos clients de diversifier leur patrimoine à travers une classe d'actifs qui était là il y a quelques milliers d'années et qui sera encore là il y a quelques milliers d'années. Les œuvres sur lesquelles on se positionne, Picasso, c'est un marché qui a 120 ans. D'accord ? Quelqu'un qui aurait acheté une œuvre de Monet en 1870 aurait gagné plus d'argent aujourd'hui qu'en achetant de l'immobilier haussmannien. Oui. Ça parle. En fait, ça nous parle. Mais vu comme ça, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que le boulevard Haussmann, 1874, impression soleil levant, première expo impressionniste. Vous avez acheté pendant 15 premières années de vie de Monet ces œuvres d'art. À partir de cette grande exposition, je peux vous assurer que vous auriez été beaucoup plus riche en détenant aujourd'hui ces œuvres d'art qu'en ayant acheté et fait travailler un hôtel particulier ou des biens immobiliers boulevard Haussmann à Paris. Voilà. Donc, j'ai travaillé avec ces cabinets en gestion de patrimoine, mais on n'arrivait pas à fractionnaliser. Chaque client investissait dans une œuvre, donc on achetait des pièces à 100 000 euros, 200 000 euros maximum. On n'avait pas beaucoup de clients qui mettaient beaucoup plus, peut-être un peu plus parfois. On a fait quelques opérations à 1 million, 2 millions, mais on avait un family office qui gérait le patrimoine des parents et des enfants, vous voyez, la famille. Et puis, chacun mettait 500 000, on faisait une indivision, ils achetaient, ils vendaient, vous voyez, il y a cette espèce de truc. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Et c'est pas c'était une période formidable. Mais malheureusement, on n'avait pas de capacité, pas suffisamment de préhension sur le marché, pas suffisamment de capacité d'acquisition, parce qu'on voyait toujours ces opportunités nous filer sous le nez. Et j'ai un gros nez. Donc je voyais beaucoup d'opportunités me filer sous le nez. Et donc c'était difficile pour moi de ne pas en faire profiter des clients. En rencontrant François Carbone et en créant Matisse, on a une capacité d'agréger des fonds qui nous permet d'être accessible beaucoup plus à beaucoup plus de monde. Pour beaucoup moins cher à beaucoup plus de monde. Et donc d'acheter beaucoup plus d'œuvres à beaucoup plus cher. Et c'est dire plus d'opportunités derrière. Oui. Avant de rentrer dans le vif du sujet de l'investissement dans l'art, est-ce que durant ce parcours en tant que gestionnaire de patrimoine spécialisé dans l'art, techniquement, ouais, on peut dire un truc comme ça. Tu as une anecdote un peu folle que tu as pu voir, par exemple la vente la plus folle ou les plus gros regrets qu'il y a eu. Déjà, on en a eu une bonne quand même avec celui qui a acheté un peu trop cher, un poil trop cher sur le marché. Ouais, alors elle est bonne moins pour lui, malheureusement. Une anecdote rigolote. Je me rappelle d'un monsieur qui m'appelle très spontanément. Une ou deux anecdotes. Je me rappelle d'un monsieur qui m'appelle très spontanément un jour et qui me dit, tiens, j'ai une armoire normande à vendre. Je lui dis, écoutez, merci beaucoup, mais nous on fait assez peu de mobilier. Mais non, mais quand même, c'est un chef-d'œuvre de l'armoire normande, etc. Je dis, écoutez, parfait. Bon, je vois pas trop comment est-ce qu'on va changer, comment on va révolutionner la roue avec ça, mais très bien, envoyez-moi ça.
Et puis il m'envoie cette photo, et puis à côté de l'armoire, là comme ça, de ce gros buffet normand en réalité, au-dessus de ce gros buffet, je vois un bout de cadre d'un vieux tableau, et puis je vois pas de signature, mais je vois quand même une espèce de facture, une texture particulière. Je dis, ah quand même, renvoyez-moi plein de photos de cette armoire de devant, et surtout d'éloigné, hein, des visions très d'ensemble. Et là je repère un tableau, et je sais que c'est un tableau de Picabia. J'en suis sûr, quasiment sûr. Je le retrouve au catalogue raisonné, mais tableau qui a été perdu depuis quasiment 100 ans. Il a été acheté en 1909 en vente aux enchères à Drouot. On avait une vieille photographie, mais on avait perdu la trace de ce tableau. Le comité avait perdu la trace du tableau. Et donc, je vais quand même me déplacer pour votre commode. Et puis, je vais le voir et je lui dis, écoutez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le tableau qui est au-dessus de vous, vous n'avez pas de certificat, mais moi, je vais vous en obtenir un. Et en fait, c'est un tableau à 300 ou 400 000 balles, quoi. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que votre commode, elle vaut absolument rien. Et si vous deviez la vendre aux enchères, vous alliez en obtenir au mieux 300 €, faire venir un camion, la transporter, l'amener en vente, la photographier, la cataloguer, enlever les frais de vente, la fiscalité, tout ce que vous voulez. En fait, vous allez perdre de l'argent. Donc, c'est terrible, mais si vous n'en voulez plus, donnez-la sur le bon coin et vous priez quelqu'un et l'immense gentillesse de se déplacer pour la récupérer, soit vous l'achetez, en fait. Tout simplement, vous la brûlez, ça vous coûtera moins cher. Et le monsieur n'est pas du tout d'accord, il est très mécontent. Il dit, mais en fait, pour moi, c'est surtout une très mauvaise nouvelle. Bon, parce qu'il est convaincu qu'il a un chef-d'œuvre. Et par contre, le tableau, que ça va être 300 000 balles. Il est convaincu qu'il a une armoire normande qui est un chef-d'œuvre. D'accord. Qui vaut une fortune. Et il reste focus sur l'armoire. Et il me dit, ok, allez-y sur le tableau. On obtient le certificat, on vend le tableau à Los Angeles, je crois. On le vend une caisse, 380 000 €, enfin un truc comme ça. Et en fait, tout se passe bien. Le client est très content de cette histoire-là, mais il me demande quand même de revenir. Et il me dit... moi, je lui annonce la bonne nouvelle, je pense que je vais arriver comme un héros, et en fait, il me dit, écoutez, vous êtes trompé sur l'expertise de cette commode. Mais je lui dis, vous l'avez montré à un commissaire-priseur? Il me dit, oui, mais tous me disent que ça vaut rien. Il me dit, mais tout le monde se trompe. Et finalement, le chèque des 380 000 € l'a beaucoup moins intéressé que cette histoire de commode. La moralité de cette histoire, pour moi, c'est de comprendre que évidemment, je le sais un petit peu, mais c'est fascinant et c'est criant quand c'est comme ça. C'est de comprendre que le goût des clients n'est pas en fait le goût du marché. On peut aimer quelque chose et c'est pas pour autant que ça vaut cher. Et c'est toujours cette même histoire d'acheter avec son cœur. Si on achète avec son cœur pour des raisons artistiques, c'est une bonne chose. Mais d'abord, il n'y a pas de raison de payer plus cher que les autres, sauf si vous le savez. Moi, je suis collectionneur, j'ai acheté des tableaux beaucoup plus chers par rapport à ce qu'ils devraient valoir si on devait les vendre aujourd'hui, demain. Mais je le savais, parce que j'avais ce papier d'Henri Michaud de 54 et l'autre de 56, et que je voulais absolument celui de 1955, et que je le paye 25 000 quand ça vaut 15. Je le sais, c'est comme ça. Mais je le fais en connaissance de cause, parce que c'était tellement difficile de trouver un tableau de 1955, neuf sur papier de 1950, qu'en fait... et face à ces difficultés, je préfère surpayer l'œuvre. Mais je le sais en connaissance de cause. Et c'est ça qu'on essaie d'apporter à nos clients, c'est de la visibilité de marché, de la compréhension et surtout de leur faire faire des super bonnes affaires. On peut acheter des œuvres d'art pour des raisons artistiques, on peut les acheter pour des raisons sociales, on peut aussi les acheter pour des raisons financières. Le plus important lorsqu'on s'intéresse à ce marché, c'est de le faire en connaissance de cause et d'aller diriger son regard sur ce qui est important. Si vous cherchez l'œuvre d'art, vous attendez d'une œuvre d'art un investissement rentable, il va falloir soit spéculer sur le marché à venir, c'est pas ce qu'on fait, soit battre le marché à l'achat. Et la meilleure façon de gagner, c'est d'acheter dans les meilleures conditions possibles une œuvre moins cher que le marché. Moins cher que le marché. On en revient aux bases comme l'immobilier. C'est un marché très très proche, mais on le verra, dans ce podcast. C'est un marché qui est extrêmement proche que celui de l'immobilier. Très 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 proche. Qui a des similitudes avec des marchés financiers, mais qui est très proche dans les faits d'un marché de l'immobilier. De l'immobilier. D'ailleurs, ce marché, si on rentre en plein dedans, je sais que tu le connais parfaitement et donc que tu as plein de données. Si tu devais essayer de nous expliquer
le fonctionnement du marché de l'investissement dans l'art et notamment nous donner quelques chiffres clés. Ouais, Je sais que tu en as pas mal en tête. Oui, bien sûr. Pour un peu nous éclairer sur tout ça. Avec plaisir. Alors, je vais vous donner 2-3 chiffres qui sont très, très intéressants et qui vont faire mouliner les idées de nos spectateurs. Alors, la première des choses, c'est que c'est un marché qui est d'une immense résilience, avec très peu d'évolution à travers le temps. C'est-à-dire que vous regardez le marché de l'art il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans. C'est un marché qui fait entre, on va dire, 58 et 65 milliards de dollars de transactions par an. C'est tout. Le monde s'est enrichi, le monde s'est appauvri, le monde a bougé. Et tous les ans, on a ce delta, allez, plus 8, moins 8, on va dire, si on veut faire très large. Et c'est exactement le même montant. Ok, ça augmente pas comme la bourse qui est explosée. Non. Par contre, ça c'est pour les échanges de manière globale, d'accord ? Donc le volume global, il est à peu près le même. Par contre, quand vous regardez la valeur de ces œuvres, vous voyez qu'en 2021, les œuvres d'art détenues chez les particuliers dans le monde représentaient 2150 milliards de dollars. Et qu'en 2026, on anticipe 2850 milliards de dollars. Ça a augmenté de quasiment 30%. Comment, dans un marché où on a le même, j'allais dire, volume transactionnel annuel, on voit apparaître des valeurs d'actifs qui augmentent de manière extrêmement forte. Tu parlais de la bourse qui avait augmenté, eh bien la valeur des œuvres a augmenté. Ce qui s'est passé, c'est qu'on assiste, mais on pourrait retirer ces chiffres, là je vous donne une perspective de 5 ans, mais on pourrait ces chiffres de 5 ans avant, ou 5 ans avant, ou encore avant ça, et on verrait en fait cette croissance exponentielle. Vous avez le Art Price Index 100 qui montre l'évolution du prix des œuvres d'art dans le monde, qui met en perspective avec le S&P 500 ou le CAC 40. Enfin, vous voyez que ça surperforme tout ça, très clairement, très très largement. Et donc, comment est-ce que ça s'explique ? Eh bien, on a une concentration de la valeur des actifs artistiques et en particulier des œuvres importantes, des artistes importants. Ok ? Donc ça, c'est très très important, c'est fondamental de comprendre ça lorsqu'on s'intéresse à ce marché. On a un marché qui est d'un côté d'une très très grande, j'allais dire, hyper stable, très grande stabilité, très très peu de volatilité. Et ça, pour moi, c'est d'une très grande sécurité. Et d'un autre côté, on voit un marché qui connaît une croissance en valeur qui est extrêmement importante. Et ça, c'est quand même intéressant parce que dans mon couple risque-rendement, eh bien, je fais un super couple. C'est un super bon mariage. Maintenant, quand on regarde un petit peu plus précisément, tu m'interromps, hein, je pars dans un flow, tu me dis. Non, bien sûr, vas-y. Maintenant, quand on regarde un petit peu plus précisément les œuvres qui valent plus cher, évidemment, tout à l'heure, tu as dit que c'était un marché que tout le monde connaissait un peu de loin, avait des idées, mais ne le connaissait pas précisément, mais tout le monde savait que les œuvres d'art, on pouvait, mais que c'était réservé à que quelques-uns. Non seulement c'est réservé à que quelques-uns, mais en plus c'est réservé à que quelques œuvres. 78% des œuvres s'échangent à moins de 1000 $. 95% des œuvres s'échangent à moins de 50 000 $. Le problème, c'est que c'est 39 pièces sur 40, eh bien, à moins de 50 000 $, représente en valeur moins de 15% du marché de l'art mondial. Donc là où la valeur serait vraiment... c'est Pareto disproportionné, exactement. Quand on regarde les œuvres entre 500 000 et 5 millions, poum, on voit une concentration de 80% de la richesse mondiale de la valeur. Et ça, c'est sur moins de 5% des œuvres d'art dans le monde. Et quand on regarde un petit peu plus précisément, on voit qu'effectivement, le 500 000, 5 millions, c'est le très gros ventre de la toupie. Si je permets de caricaturer ou de faire une analogie avec l'immobilier, par exemple, il y a beaucoup plus de gens qui sont d'accord de mettre 1 million d'euros pour acheter un appart de 100 mètres carrés à Paris
que de gens qui sont d'accord de mettre 100 000 euros pour acheter un appartement de 100 mètres carrés au Mans. Dans les faits, c'est une réalité. Ouais. Toujours, lorsqu'on s'intéresse à ce marché avec une granulométrie un petit peu plus précise, on se rend compte qu'un artiste sur 2 dans le monde est américain, une œuvre sur 2 qui a été réalisée après 1945, que les œuvres après 1945, c'est quand même 55% du marché de l'art mondial, et que l'art, on parlait des impressionnistes, Impression Soleil Levant, sa première exposition impressionniste en 1874, eh bien les œuvres avant 1874 représentent moins de 5%, 7% du marché de l'art mondial. En d'autres termes, un client qui s'intéresserait à l'œuvre d'art comme un investissement, il faut qu'il aille regarder la sécurité de l'actif, la liquidité de l'actif, le potentiel de rendement, la fiscalité, la modalité de gestion, etc., etc. Et assez vite, il va se rendre compte que on parle d'œuvres représentatives, d'artistes fondamentaux du XXe siècle. Ça va de Picasso, Cézanne, Matisse, Calder, Rodin, Warhol, Donald Judd, Liechtenstein, etc. Jusque dans les années 80 avec des artistes comme Jeff Koons, par exemple, ou Basquiat, ou Keith Haring. Et là, vous avez le marché, vous avez des marchés qui sont anciens. Les années 80, c'est pas hier, hein, c'était déjà il y a 45 ans. Donc c'est un marché sur lequel nous, on a de la data, on a des résultats de vente aux enchères. On a affaire à un marché qui est mondialisé. On a affaire à un marché qui est réel, qui est tangible, qui résiste à l'inflation, avec un couple rendement-risque complètement disproportionné au détriment du rendement et au détriment du risque et en faveur du rendement. Donc on a potentiellement un actif qui apporte une grande sécurité à ses propriétaires, qui a une possibilité de générer des gains à condition de bien acheter, qui est importante. Et puis, le plus difficile, finalement, c'est d'avoir accès à cette marchandise, à ces œuvres, de savoir les acheter, de savoir les vendre, et d'avoir les moyens financiers de pouvoir s'y intéresser. Et ça, c'est une poignée de personnes. C'est sûr, parce que quand tu dis toutes ces données, ça paraît encore plus élitiste, parce que non seulement on se rend compte que c'est déjà un univers qui est quand même très, très privé et très, très fermé, et en plus de ça, donc, ce que je comprends, c'est uniquement la partie des œuvres les plus chères qui a tendance à prendre en valeur, et les plus réputées. Très et donc, si moi je suis un particulier et que je veux acheter de moi-même avec 3-4 000 euros, il y a très peu de chances que j'aille faire des belles affaires. Alors avec 3-4 000 euros, on fait rarement des belles affaires dans quoi que ce soit soit dans l'immobilier, les produits financiers ou quoi que ce soit. Mais oui, effectivement, même avec 20 000, 50 000, 100 000, en fait, de faire des bonnes affaires, c'est plus difficile. En fait, vous avez un risque qui est plus important d'acheter une petite pièce d'un petit artiste ou même une grande pièce d'un petit artiste que d'acheter des œuvres importantes d'un grand artiste. Tout simplement. Notre métier, il est d'étudier des tickets de loto gagnants. Évidemment, on a un petit peu plus de chances de performer dans ces conditions. Parce que de base, comment on investit dans l'art ? C'est soit via une vente aux enchères, soit via un cabinet de gestion de patrimoine, soit... D'abord, les clients qui... Alors, c'est un marché, on parle rarement d'investissement dans ce marché, parce que l'investissement, elle est réservée aux professionnels. Les gens qui investissent, ce sont les gens qui achètent et qui revendent. Et ça, c'est un métier... c'est comme trader, quoi. C'est un métier à temps plein, H24. On évolue sur un marché qui est très international. Le tableau de Warhol, on ira l'acheter et le vendre à Paris, à Londres, à Tokyo, à Hong Kong, à New York, et pourquoi pas au Mans. Voyez. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Comment est-ce qu'on fait pour acheter des œuvres et s'y intéresser ? Si vous êtes collectionneur, vous allez dans les galeries, vous allez voir des marchands d'art, vous pouvez peut-être même connaître des artistes, éventuellement. Pas en millions, mais vous allez peut-être connaître des artistes à la sortie de l'école des beaux-arts, des écoles de beaux-arts, etc. Et puis, vous avez les ventes aux enchères, qui sont des espèces de grossistes de ce marché. Le problème, c'est qu'il y a des milliers d'œuvres qui passent dans le monde, des dizaines de milliers tous les ans qui sont vendues. Quelle œuvre choisir ? À quel prix ?
eh bien le particulier, il est bien dépourvu. C'est compliqué pour lui de donner une réponse face à ça. Le professionnel, lui, il est spécialisé dans son marché. Il va travailler, s'intéresser à 4, 5, 6 artistes qu'il connaît pleinement et sur lesquels il va prendre des risques. Ces risques, si on a affaire à un galeriste d'art contemporain, il va travailler avec un artiste qui va lui confier des pièces en dépôt et qui va revendre. Et tous les deux ont l'idée d'un partage à 50-50, tu produis, je vends, et au moment de la vente, on partage les marges. Le marchand, c'est autre chose. Le marchand, lui, il immobilise sa trésorerie pour acheter des œuvres. Donc, sur des petites œuvres à quelques dizaines de milliers d'euros, le marchand, il est directement en concurrence face à quelques clients particuliers que ça intéresse, etc. Mais à des gros niveaux, quasi professionnels, d'œuvres en dizaines, en millions d'euros, en dizaines de millions d'euros, on se rend compte que c'est un sport qui coûte cher. Et c'est un sport qui coûte d'autant plus cher qu'il n'y a pas d'accès à la dette. On ne peut pas emprunter. Il y a moins de 1% de dette dans le marché de l'art mondial. Donc dans un marché où on ne peut pas emprunter, on se rend compte que les marchands d'art sont les gestionnaires de leur propre patrimoine. Et c'est là que c'est intéressant. Parce qu'on se rend compte que d'un côté, on a un marché qui est réservé à une élite financière qui a une possibilité d'appréhender ce marché. Il est réservé à une élite financière professionnelle qui sait acheter et qui sait vendre. Et que tous les autres n'ont pas de salut en qualité d'investisseurs. Ils peuvent acheter pour se faire plaisir. 78% des œuvres à moins de 1000 $. Ça concerne beaucoup de monde. Quelle est la possibilité de gagner de l'argent avec ça? Pas grand-chose. Est-ce que c'est grave? C'est pas grave. Si on le sait, c'est pas grave. Si on achète avec le cœur. Si on achète avec le cœur, c'est pas grave. Quand on commence à dépenser 50 000, 100 000, 500 000 euros et que les sommes sont conséquentes, à ce moment-là, ça devient plus problématique. On prend l'exemple des voitures. Pas des voitures de collection, tout simplement votre voiture. Vous achetez une voiture 50 000 euros, vous voulez absolument ce modèle, vous dépensez 50, 80 000, vous mettez la clé dans le moteur, vous passez le concessionnaire, elle a perdu 30%. Mais on vous a présenté le modèle, vous l'avez essayé, vous avez une facilité de paiement, vous avez choisi la couleur de vos cuirs, on vous l'a livré, etc., etc. Vous voyez, tout ce service qui fait que c'est pas le bout du monde. Vous avez une garantie pendant 2 ans avec X milliers de kilomètres garantie, etc. En fait, vous le savez. Mais vous regardez le prix d'une Porsche Cayenne sur le Bon Coin, ça peut valoir 15 000 balles. Hein. C'est pas ce qu'ont payé les clients. À la base, c'est pas ce qu'ils ont payé. Donc, nous, on travaille sur un marché de seconde main qui est un marché qui est haussier et il convient d'acheter les bonnes pièces au bon prix et ensuite d'ouvrir ce marché, de le proposer à des clients particuliers qui désormais ont accès à ces Picasso, à ces Warhol, à ces Liechtenstein, à ces Basquiat, à ces Kusama, à ces Kissering, auxquels ils n'ont jamais eu accès autrefois. Et ça, c'est une petite révolution dans le marché de l'art mondial. Donc de base, le marché de l'art, c'est beaucoup en fait de l'émotionnel pour beaucoup de personnes, acheter avec le cœur. Sauf pour les marchands. Et ceux qui veulent faire du financier, c'est le top 1% qui, eux, par contre, vont spéculer sur vont acheter, vendre sur les grosses œuvres. Et vous, l'idée, la philosophie, c'est rendre accessible ce top 1% du marché au plus grand nombre derrière. C'est exactement ça. Et donc pour faire une bonne affaire, si on comprend bien, ça revient au même principe que l'immobilier. J'ai une œuvre, elle vaut 100, je me dis pas j'achète 100 et potentiellement en 10 ans elle peut valoir 110. Je me dis plutôt je vais l'acheter 80, comme ça je sais que j'ai une marge de sécurité. Voilà, peut-être même 60, mais c'est exactement ça. Sur la marge de sécurité. Exactement ça. Et comment on source une œuvre, surtout si c'est des œuvres aussi connues, qui de base sur le marché vaut 100 et on l'achète à 60, 70, 80? Alors, il se trouve que le vendeur qui vend ça, lui, il a peut-être payé, on prend des fleurs de Warhol, aujourd'hui, des petits formats. En début des années 2000, ça pouvait coûter 10, 15, 20 000 euros, des fleurs qui faisaient 20 cm par 20 cm. Aujourd'hui, ça vaut, disons, 400 000 $. D'accord ? Okay. Donc, le client, si on lui en propose 250 payés du jour au lendemain, pourquoi pas ? Il fait pas une mauvaise affaire, hein ? Il fait pas une mauvaise affaire. Parce qu'il prend sa plus-value et que, un peu comme dans l'immobilier, une personne qui a investi il y a 30 ans et que dans tous les cas, elle a fait sa plus-value. Elle a fait sa plus-value. Ouais. Et qui gagne et qui fasse 1000% ou 1300%. Ouais, elle est plus à ça près, quoi. Elle est plus à ça près.
Peut-être. Il y a des dettes, il y a des décès, il y a des divorces, il y a des déménagements, il y a des héritiers qui ne s'intéressent pas du tout à ce marché, il y a des gens qui savent un petit peu moins, il y a des gens qui ont besoin d'argent, et puis surtout, il n'y a pas de dette, il n'y a pas de cash. En fait, c'est un marché où les actifs valent très cher, mais où il n'y a pas de cash. Un marché avec moins de 1% de dette, ça en fait un marché qui est beaucoup plus économique qu'il n'est financiarisé. Le marché de l'immobilier ne serait pas, on ne paierait pas les mêmes prix au mètre carré de l'immobilier partout dans le monde d'ailleurs, si on devait payer cash nos appartes. Est-ce que quand tu dis qu'il n'y a pas de dette, il y a quand même 1% comme tu dis, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité, moi si je suis très fortuné, d'aller nantir mes actifs et de faire un crédit lombard par exemple pour... On peut toujours faire quelque chose comme ça, mais les œuvres d'art sont un actif improductif, donc c'est compliqué de faire un crédit lombard sur quelque chose comme ça. Et puis ensuite, il va se passer la question de la valorisation. Vous allez voir le banquier, vous allez expliquer que ça vaut 1 million, il va vous dire oui, mais je pense que ça vaut 600, et puis nous on vous prête à 50% de 600, donc vous pensiez récupérer 1 million, vous récupérez avec 300 000, et puis vous avez un taux d'usurier lombard pour le coup du 15e siècle à 10% par an, etc., etc. Et puis en plus, on va vous demander un collatéral. Et puis au pire, si vous êtes marchand, vous dites bah, je veux acheter cette pièce-là, on va dire oui, mais il faut que vous nous en donniez une autre en dépôt de la même valeur. Et là, on dit mais bah, mon boulot, c'est de vous rembourser. Comment est-ce que vous voulez que je vous rembourse si mes œuvres d'art, elles sont chez vous et que je ne peux pas les vendre? Ah oui, mais ça, monsieur, c'est pas notre problème. Et donc, tu vois, tu vois la difficulté infinie des discussions qui n'en finissent jamais sur ce type d'investissement. Et c'est pour ça que les gens ont très peu recours à la dette d'un actif où le banquier ne sait pas estimer l'œuvre d'art et donc c'est pas son boulot et c'est pas le risque qu'il a envie de prendre. Donc nous, ce que l'on fait, c'est donner et rendre accessible cette classe d'actifs à une clientèle qui n'avait pas accès. Et d'un autre côté, c'est être le premier supply des marchands d'art. Ces œuvres, une fois qu'ils les a achetées, il faut bien qu'on les revende. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va voir ces marchands et on leur dit, bah, dorénavant, vous n'avez plus besoin d'immobiliser votre trésorerie pour revendre les pièces, on va vous les confier gratuitement. C'est autant d'œuvres d'art que vous n'aurez pas sourcées et que vous n'aurez pas acheté, c'est autant de risques que vous ne prendrez pas, c'est autant de bilans que nous allons alléger, et c'est d'autant plus d'œuvres d'art que vous allez pouvoir vendre. En d'autres termes, les professionnels du marché de l'art agissent comme des marchands de biens, et on travaille avec eux, on les transforme en agents immobiliers. Ils n'ont plus désormais à immobiliser leur cash pour avoir des biens à vendre. Et ça, pour eux aussi, c'est une petite révolution. C'est un niveau de risque qu'ils ne prennent plus. On les a complètement dérisqués. Parce que vous avez du coup un gros réseau de marchands d'art. Mais on travaille avec tout le monde. On travaille avec tout le monde parce qu'on travaille avec des pièces les plus importantes du XXe siècle. Donc parce que c'est un marché d'offreurs. Donc quand vous venez avec des pièces fondamentales, vous pouvez confier ces œuvres d'art à des professionnels du marché de l'art qui, désormais, n'ont plus à immobiliser leur trésorerie pour avoir quelque chose à vendre. Quand tu parles de rendement, que par exemple le marché de l'art, Superform, la bourse, etc., c'est quoi le type de rendement par exemple que tu peux voir sur ces genres d'œuvres si on devait essayer de comparer une moyenne? C'est compliqué de donner une moyenne pour ça parce que ça va dépendre des bonnes affaires qu'on va être capable de faire, mais vous regardez des marchés, je sais pas moi, comme celui de Pierre Soulages, c'est un marché qui a été extrêmement, alors il y a un peu moins maintenant, pour des mauvaises raisons d'ailleurs, beaucoup de gens ont acheté des œuvres de Pierre Soulages juste avant son décès en pensant qu'après le décès d'un artiste, ils allaient revendre et que la cote allait monter. D'abord, c'est un peu sordide, mais si on passe ces considérations morales, enfin, n'importe qui s'intéresse au marché de Soulages avait bien anticipé que quelqu'un qui avait 100 ans allait bientôt mourir. Donc le marché, qui est quand même pas con, il a déjà anticipé que l'artiste allait décéder et donc évidemment il a déjà anticipé l'augmentation de la cote. Donc comme tout le monde, le particulier a acheté les Soulages, les a coffrés, a attendu qu'ils décèdent et tout le monde s'est dit en même temps bah, c'est une bonne idée, on va les vendre, bah, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvé avec des mauvais tableaux, achetés trop cher, qui passent en vente en même temps et donc qui s'écrasent.
Quand je dis qui s'écrase, ça ne veut pas dire que ça vaut rien, mais on a affaire à des tableaux qui ont valu 1,5 million et qui maintenant valent 1 million. Mais c'est une série spécifique du marché de Pierre Soulages. Vous achetez un grand tableau bleu de Pierre Soulages, un outre noir des années 80, ça valait cher hier, ça vaut encore cher aujourd'hui, et si vous avez la chance d'en trouver un, vous le vendez, sans aucun problème. Et vous pouvez le vendre cher. Donc, vous voyez, il y a toujours dans ces marchés, précisément d'artistes, il y a des subdivisions de marchés, des périodes historiques. Regardez un artiste comme Picasso, vous le connaissez pour sa période bleue, mais vous le connaissez aussi pour sa période rose, et puis vous le connaissez aussi pour le cubisme, et puis vous le connaissez aussi pour sa période plus sombre ou plus joyeuse, les années 30, ou avec Marie-Thérèse Walter, ou avec Dora Maar, etc., etc. Et puis les mousquetaires, on connaît ces tableaux de mousquetaires avec ses moustaches dans les années 60. Et puis on connaît ces céramiques, etc. Donc au sein même d'un marché, vous avez beaucoup de sous-marchés qui ont leurs propres particularités, mais qui se répondent les uns aux autres. Et des premiers conseils que je peux donner à quelqu'un qui s'intéresse à ce marché, c'est faites-vous conseiller, mais vraiment, hein, sinon vous allez vous planter, faites-vous conseiller le plus possible, et puis allez au musée, lisez des bouquins, regardez, etc. Mais même si vous avez moins le temps de ce truc-là et ou moins l'envie, au minimum, faites-vous conseiller, allez dans les galeries, allez voir, posez des questions. Vous savez, la galerie, c'est un endroit génial. La galerie, c'est le premier de la culture en France non payé par nos impôts. Entièrement gratuit. Vous allez au musée, vous payez. Et c'est payé par quelqu'un. C'est-à-dire que les 10 balles que vous payez, il y en a quand même une grande partie qui coûte de l'argent à l'État, à nos impôts, etc. C'est pas les 10 € qui couvrent les frais de fonctionnement de Pompidou. La galerie, c'est complètement privé. Donc allez-y, posez des questions aux gens. Ils sont là pour vous répondre. Alors parfois, ils sont un petit peu froids. Secouez-les un peu et vous verrez qu'ils adorent leur métier et qu'ils n'ont qu'une seule envie, c'est de partager leur expérience, leur savoir sur des artistes. Et puis, qui sait, ça se trouve, un jour, vous repartirez avec un tableau. Vous l'aurez peut-être payé trop cher, mais vous en serez à peu près ravis parce que vous aurez vécu une expérience merveilleuse. Et ça permet de se faire un réseau, de comprendre un peu le marché et d'aller voir un peu sur le terrain. Très clair. Juste avant de continuer, il y a un sujet. Je sais que ce sujet, tu ne l'aimes pas trop, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont en tête. C'est le sujet de la fiscalité et la transmission. Parce que il y a beaucoup de personnes qui ont l'image en tête du marché de l'investissement en l'art, qui est aussi un moyen de pouvoir transmettre du patrimoine en esquivant un peu l'impôt, etc. Et je sais que c'est une image qui ternit un peu ce marché, et donc vous essayez de vous en détacher le plus possible. Est-ce que c'est un mythe, ça? Qu'est-ce qui est vrai par rapport à la fiscalité? Qu'est-ce qui est faux? Et qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport à tout ça? Le marché de l'art, c'est un marché qui est très sulfureux parce que lorsqu'on s'intéresse au marché de l'art, c'est qu'on s'intéresse à des records. On dit rarement, tiens, la vente de cet artiste a fait un flop. Ça fait pas la une des journaux. Par contre, quand Jeff Koons il vend une œuvre de son vivant à 91 millions de dollars, ça fait la une des journaux. Quand David Hockney il vend ses tableaux à 50 millions de dollars, ça fait la une des journaux, etc., etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est à comprendre, c'est que le grand public n'a qu'une appréhension qui est le haut de l'iceberg, avec cet effet journalistique qui, lorsqu'il en parle et que ça l'intéresse, eh bien, on a affaire uniquement à des artistes ou à des événements tout à fait particuliers. Donc on met de côté ces effets d'annonce. On se rend compte que c'est un marché qui est très contre-intuitif, toujours dans le même esprit. C'est j'achète des œuvres et tous les artistes qui décèdent voient leur cote monter. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Historiquement, c'est pas vrai. Quand on regarde le marché des artistes, c'est pas parce qu'ils décèdent qu'on voit la cote monter. On a plutôt tendance à voir l'inverse, par exemple. Ah, je veux gagner de l'argent, eh bien, j'investis dans l'art ancien. L'art ancien, c'est moins de 5% du marché de l'art mondial. Avant de réussir à gagner de l'argent sur un marché comme celui-ci, sur lequel il y a très peu d'acheteurs, très peu de vendeurs et pas d'offres, va t'amuser. T'as intérêt à avoir une sacrée expertise, de bien connaître, etc. etc. Donc, ouais. Maintenant, pour ce qui est de la fiscalité, la question de l'ISF, la question de l'ISF, des plus-values, de toute façon, c'est une niche fiscale. Alors, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas d'intérêt fiscal d'acheter des œuvres d'art. Ce n'est pas vrai. C'est marrant. En fait,
Cette question, je me rappelle d'un jour d'un journaliste qui m'avait posé la question, donc je passe à la télé, et puis il me pose la question de la fiscalité, la plus-value, la transmission, etc. Et je lui réponds. Je réponds comme je vais te répondre. Et à la fin, il en arrive à la conclusion que, mais en fait, il n'y a pas d'intérêt fiscal. Et je lui dis, eh bien non. Et il était tellement convaincu de m'amener dans cette direction-là que finalement, il était presque un peu embêté de ma réponse parce qu'effectivement, il n'y en a pas. Ça casse son script. Alors, quand vous achetez une œuvre d'art, d'abord, il n'y a pas de fiscalité liée à la détention. Il n'y en avait pas à l'époque de l'ISF, il n'y en a toujours pas aujourd'hui. Le législateur ou l'administrateur fiscal, on imagine bien qu'il ne va pas venir chez vous en disant « Ah, ça c'est un tableau de Morlaix, ça vaut 200 000 euros, je le sais, je connais ». Non, il n'y connaît pas grand-chose. Et puis, que vous l'ayez acheté 200 000, 300 000, 100 000, etc., qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez acheté 300, ça vaut 200, vous avez une réduction d'impôt. Enfin, vous voyez, vous l'avez un crédit d'impôt 100 000 balles, vous l'avez acheté 200, ça vaut 300, vous fait payer un impôt sur un actif improductif. Vous savez ce qui se passe si on fait ça. Ouais. Si on fait ça, on va avoir des œuvres d'art qui vont être vendues sur des marchés qui sont plus forts que ceux de la France, qui vont être vendus à Londres, qui vont être vendus aux États-Unis. On va assister à une fuite du patrimoine culturel français à l'étranger. Et je vous mets dans le mille, si on met l'impôt improductif, un non-retour des capitaux. Donc on perdrait des œuvres et on perdrait de l'argent. Parce que c'était en discussion à l'Assemblée de mettre en place cet impôt. Mais tout le temps, c'est pour le maire, parce qu'il y a une question de justice fiscale derrière tout ça, évidemment. Enfin, une question de justice fiscale, sauf qu'en fait, ça concerne, c'est des petits marchés, ça concerne pas grand monde. Lorsqu'on a fait des impôts sur les yachts, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait 0 yacht qui était domicilié sur pavillon français. Donc en fait, ils sont bien gentils, mais en fait, je crois que l'impôt sur les yachts, il aurait dû rapporter 30 000 euros l'année dernière. Enfin, je veux dire, c'est des usines à gaz pour pas grand-chose. C'était symbolique pour eux, quoi. Plus politique qu'autre chose. Parce que c'est politique. Voilà. Donc la détention de l'œuvre d'art ne coûte pas d'argent, ne rapporte pas d'argent, il n'y a pas de coût lié à la détention. Maintenant, si vous revendez en moins-value, pas d'impôt, à condition de prouver la moins-value. C'est-à-dire que vous devez être capable de prouver la propriété de l'œuvre d'art. Donc si vous avez une facture d'achat et que vous montrez que vous avez vendu moins cher, pas d'imposition. Maintenant, si vous avez vendu plus cher, en revendant votre œuvre d'art, vous avez la possibilité de déclarer la plus-value, déclarer la vente comme d'un bien meuble, parce que ce n'est qu'un bien meuble, une œuvre d'art, juridiquement. Donc vous pouvez vendre une œuvre d'art comme vous vendriez une voiture ou un stylo ou une montre. Vous avez une déclaration à faire, qui est une déclaration volontaire à faire après la vente. Et dans ce cas-là, vous choisissez. Vous choisissez soit entre la taxe forfaitaire, soit entre le régime général. Ou le régime général. La taxe forfaitaire, c'est 6,5% du prix total de la vente. Et dans ce cas-là, on s'en fiche de la provenance. Vous avez hérité d'un tableau depuis 100 ans, vous voyez, vous vendez cette œuvre d'art, on ne vous demande pas de facture. Possession de vos titres en fait de meubles, par contre, vous acquittez de 6,5% du prix de la vente. Ou vous avez la possibilité de vous acquitter d'un autre impôt qui est l'impôt sur la plus-value des valeurs mobilières qui est de 36,2%, c'est ça, CSG, CRDS, donc 36,2%, qui se calcule prix de vente moins prix d'achat, marge, et vous payez un tiers sur cette plus-value. Avec une particularité, c'est qu'il y a une exonération de 5% par an à partir de la 3e année. Donc, vous faites votre calcul entre le moment où vous avez acheté votre œuvre d'art, le moment où vous l'avez vendue, et vous regardez si c'est préférable d'employer le régime général ou la taxe forfaitaire. Et là où c'est intéressant, c'est que si vous détenez cette œuvre d'art depuis 12 ans ou depuis 13 ans, vous êtes soumis à une fiscalité calculée sur la moitié de votre marge. Donc vous ne pourrez être plus de 15% d'impôt au lieu de payer 36,2, enfin 18 au lieu de 36,2. Par contre, si vous faites une marge de malade, vous achetez 100, vous vendez 1000. Il y a des œuvres comme ça. On a opéré une transaction récemment pour nos membres chez Matisse.club, une œuvre achetée 2,3 millions, vendue 3,4 millions et quelques, sur une durée de détention qui est très courte. Vous pourrez voir ça directement sur notre site internet, sur nos chiffres. Ça fait plus de 35% de plus-value dans une durée de détention qui est de 4 mois. On l'a fait sous forme de club deal, donc la fiscalité de nos clients, c'est, comme c'est un placement financier, c'est une flat tax. 30%. Voilà. Mais si le client avait été personne physique,
et qu'il avait acheté lui-même ce tableau à 2 millions et quelques, il aurait vendu 3 millions et demi, il aurait fait taxe forfaitaire, 6,5%, 180 000 euros d'impôts, et c'était réglé. Ok, d'accord. Et là, il met 1 million dans sa poche. Et sur l'aspect transmission, moi... sur l'aspect de transmission... Il y en a, par exemple, ce qu'ils disent, c'est moi, imaginons, j'ai 4 millions en cash et je veux préparer ma succession, j'achète 2 millions de tableaux et comme ça, je sais que potentiellement, sur la succession... Quel petit malin. Alors... Est-ce que c'est possible? Alors, c'est malin de faire ça, c'est malin. Alors, il se trouve que la façon dont ça doit être fait, c'est que... tu achètes des œuvres. Donc, ce que dit la loi, c'est le régime fiscal, il est suivant. C'est soit on peut appliquer la fiscalité des valeurs mobilières, la transmission, la fiscalité des valeurs mobilières, et c'est 5% de l'actif taxable. Okay. Donc, on posséderait 4 millions de patrimoine, dont 2 millions d'euros de tableaux. On transmettrait ces 4 millions de patrimoine pour 5% des 2 premiers millions qui sont taxables. C'est pas énorme. Donc, les 2 patates d'œuvres d'art seraient transmises pour 100 000 euros. Attention. Alors, si vous faites ça, au moment après la transmission, il ne faut pas vendre les pièces après 2 ans, enfin pendant les 2 premières années, ou si vous le faites, vous êtes requalifié sur du réel. Donc, si en tant qu'héritier, vous vendez l'œuvre d'art dans les 2 premières années, l'administration fiscale pourra dire oui, on s'est trompé au moment de la succession, c'est pas 5%, vous avez opté pour l'actif taxable à 5%, la fiscalité de l'actif taxable à 5%, et en réalité, c'est pas du tout le cas, chacune de vos œuvres valait 1 million, donc on se remet au réel, et là, on rattrape la succession. Donc il faut attendre après 2 ans de détention pour revendre l'œuvre. Donc, raison de plus, dans des cas comme ça, d'acheter des œuvres qui sont solides, d'accord, des œuvres qui sont solides, des œuvres dont le marché est hyper stable, etc., etc., etc. Voilà. Ou bien vous transmettez directement au réel. Voilà, okay. J'ai acheté 100, voici la base actualisée, il est 200. Et si pour le coup vous le vendez moins de 100, à ce moment-là, vous pouvez demander à ce que l'État vous rembourse parce qu'il a fait un calcul de l'assiette fiscale sur une base de 100, mais la réalité du prix du tableau dans les 2 ans qui ont suivi la vente, il est de 80, et donc l'État vient vous rembourser de l'argent. Ok, donc il peut y avoir des avantages quand on connaît un peu tous ces éléments. Mais tu sais, la fiscalité, ça demeure une variable d'ajustement. Elle est intéressante, mais on l'a vu à tous ces gens qui ont fait des Borloo, des Pinel, des Robiens, tous ces trucs-là. On leur a vendu de la soupe fiscale en cuillère, en louche. Sauf que s'ils avaient acheté trop cher et qu'ils avaient fait une mauvaise affaire, fiscalité, pas fiscalité, ils perdent de l'argent. Donc, il n'y a pas de problème de bénéficier, de s'intéresser, de jouer avec la fiscalité, si on la connaît un petit peu, si on est un peu malin, etc. Mais attention de savoir sur quel actif est-ce qu'on se positionne. Exactement, ce que j'appelle toujours la carotte fiscale. Pour moi, je dis toujours ne jamais baser un investissement uniquement sur la fiscalité à l'instant T, parce que c'est pas nous qui décidons de la fiscalité, alors qu'un bon investissement, si on le fait bien à l'achat, comme tu dis, ça au moins on a le pouvoir dessus. Maintenant, si on rentre du coup dans Matisse, de ce que vous proposez, concrètement, comment ça fonctionne? Moi, si je veux investir sur Matisse, comment ça fonctionne? C'est quoi les durées de détention? Si j'investis donc, dans l'art avec vous, c'est à quoi je peux m'attendre en termes de garantie, de risque, etc. Alors, des garanties, vous avez une garantie liée à l'œuvre d'art, son authenticité, etc., etc. Après, la garantie liée au placement, vous n'en avez ni sur les produits financiers, ni les placements immobiliers. Le moindre client ou vendeur qui vous, qui vous assurerait une certaine forme de garantie d'actifs, mais alors fuis-le tout de suite, vous avez surtout la garantie qu'il est pas fiable. On est bien d'accord avec ça? Oui, voilà. Très d'accord. Ensuite, nous, là, je vais dire alors notre actif, on s'intéresse à des actifs à des œuvres qui ont un track record qui est ancien et surtout qui ont de volume. Si je te donne une idée comme ça, tu saurais me dire combien d'œuvres a fabriqué Warhol ou Soulages? Beaucoup, j'imagine. Un Picasso? Une centaine? Warhol, il a réalisé quasiment 70 000 œuvres. 70 000?
C'est plus d'une par jour, à ce rythme-là. Un artiste comme Picasso, il a réalisé entre 45 et 50 000 œuvres. Donc ces artistes sont des banques centrales. Et probablement que la meilleure garantie qu'on apporte à nos clients, c'est la garantie d'un actif exceptionnel, sur lequel il y a des volumes, de l'antériorité, de la valeur, achetés dans de bonnes conditions. Matisse, comment est-ce que ça fonctionne ? C'est l'idée d'agréger des fonds de clients qui permettent d'acheter des pièces dans de meilleures conditions, plus rapidement et des pièces plus importantes pour aller maximiser de la rentabilité et de la liquidité. Voilà, c'est ça Matisse. Alors maintenant, comment est-ce que ça fonctionne ? Vous vous inscrivez sur matisse.club, vous allez prendre un rendez-vous. Je ne l'ai pas dit parce que ça me paraît évident, mais on est agréé par l'AMF. J'aurais peut-être dû commencer comme ça. On a un agrément PSFP délivré par l'autorité des marchés financiers. On a des bureaux en France, des bureaux à Genève, des bureaux à Milan. On grossit dans le monde. Vous voyez, on est une entreprise qui est installée. On est une trentaine de personnes à ce jour et on va continuer notre progression qui est forte. Donc vous vous inscrivez sur matisse.club, vous prenez un rendez-vous et vous allez rencontrer un de nos conseillers. Le conseiller, il va comprendre, déterminer si vous êtes un client professionnel, pas professionnel, quels sont les moyens loués à cette classe d'actifs, quelle est votre appétence au risque, etc. C'est tout à fait légal et c'est ce qui arrive dans n'importe quelle société qui gère un peu de sous. Après, vous allez sur la plateforme et là, vous allez avoir, un produit sur l'étagère. On essaie d'acheter entre 50 et 70 œuvres dans l'année sur des montants entre 500 000 et 5 millions. Toutes les œuvres ne sont pas faites pour vous. Parlez à votre conseiller, il est là pour ça, il adorera échanger avec vous. Vos aspirations évoluent, le choix des œuvres dépendra de vous. Il n'y a pas de bonne affaire, il y a une bonne affaire en fonction de votre volonté, de votre choix. Je vous donne un exemple. On a des clients qui veulent opérer des transactions dans des durées qui sont plutôt courtes, d'autres qui veulent des rentabilités élevées sur des durées de détention qui sont plutôt longues, etc., etc. Le placement de l'un ne vaut pas pour le placement de l'autre. Ce n'est pas les mêmes attentes. Avec les œuvres d'art, vous avez tout. On a fait des placements courts sur des montants conséquents, on a fait des placements un petit peu plus longs sur des placements qui valaient un peu moins cher ou un peu plus cher, etc. Donc tout ça, c'est pesé et d'où l'importance de parler et d'échanger avec ce conseiller. Maintenant, en fonction de vos aspirations et ce qui va ensemble, vous allez déterminer un montant à investir sur des œuvres sur lesquelles vous allez investir. Donc, chaque club deal, ce sont des SPV, donc Special Purpose Véhicules. On a affaire à une société dédiée. Chaque société possède une œuvre d'art. Détenir une œuvre d'art, c'est une chose. Posséder un bout de société qui posséderait une œuvre d'art reviendrait un peu par extension à posséder l'œuvre d'art. Sauf que, au lieu de le faire en cash directement sur l'œuvre, vous pouvez agréger des fonds et vous le faites sur des œuvres et des artistes beaucoup plus importants. D'accord ? Et je profite d'une fiscalité, la flat tax. Vous profitez d'une super fiscalité, la flat tax. Vous pouvez investir en tant que personne physique, mais via votre société. On a beaucoup de clients qui investissent via des holdings, par exemple, ou des entreprises qui utilisent leur trésorerie, une partie de leur trésorerie d'entreprise. La thèse d'investissement, elle est de dire qu'on garde les œuvres jusqu'à 5 ans maximum, en moyenne entre 1 et 3 ans, et vous avez peut-être 60% de chances de vendre des œuvres les 2 premières années. Le TRI cible, c'est une rentabilité à 2 chiffres, d'accord ? À ce jour, notre rentabilité moyenne ou notre TRI TRI, j'ai même pas envie d'en parler, il est indécent, il a plus de 20 points et la rentabilité moyenne, je crois qu'elle a 15 ou 16%, quelque chose comme ça, entre le moment de l'achat et le moment de la vente. Regardez sur notre site internet, vous verrez, vous trouverez ces résultats. Aujourd'hui, on a sorti, je pense, quasiment un tiers des œuvres qui ont été acquises durant ces 2 premières années. Donc, ça va vite. Je dis ces 2 premières années d'exercice parce que la première année, on lève 30 millions pour acheter des œuvres. La deuxième année, on lève 60 millions. Et la troisième année, en 2026, il y a des grandes chances qu'on lève entre 100 et 140 millions à peu près d'investissements qui nous permettront d'acheter autant d'œuvres, de travailler avec beaucoup plus de galeries, de confier davantage ces œuvres à des galeries et de faire profiter nos clients, une fois de plus, à une qualité d'investissement auquel ils n'auraient pas eu accès sans nous.
Donc de ce que tu dis, juste il y a un point, et au moins tu vas pouvoir nous éclairer sur ça, c'est que vous démocratisez cet investissement et donc ça vous permet de grossir de plus en plus en capacité d'investissement. Mais par contre, on est sur un marché qui est quand même limité en taille, comme tu l'as dit. Donc jusqu'à quel stade vous allez pouvoir grossir et proposer ce type d'investissement? Est-ce qu'il y a un moment où ça ne va pas plafonner puisque les bonnes affaires ne courent pas Oui, alors d'abord là où tu as raison, c'est que c'est un marché de bonnes affaires. Oui. Notre difficulté, elle sera moins de combien on est capable de lever, parce qu'on aura une capacité à lever en centaines de millions, potentiellement 1 milliard, mais quelle est la possibilité d'acheter des centaines de millions de dollars d'œuvres d'art? Quand on est sur un marché qui pèse à peu près 80 milliards de transactions, 60 milliards, pardon, 70 milliards de transactions annuelles en vente aux enchères, en galerie, etc., en fait, qu'on pèse 1 ou 2 milliards par an, ça ne sera pas grand-chose. Ça sera pas grand-chose. Donc, dans ces conditions-là, on a encore de la marge, mais oui, tu as raison, les bonnes affaires, elles existent. Parfois, on a encore beaucoup d'œuvres qui nous passent sous le nez, qu'on est incapable de capter parce qu'on n'a pas les clients, on n'a pas les ressources. Donc, je veux dire, venez investir avec nous, ça nous permettra, nous, d'acheter et de projeter nos pulsions d'acquisition sur vous, clients, et surtout vous faire profiter des bonnes affaires. Le galerie sera content parce qu'il aura une œuvre qu'il n'aura pas achetée et qu'il va pouvoir vendre, sur laquelle il va faire une plus-value. Et vous allez diversifier votre patrimoine avec une thèse d'investissement qui est de durée de détention des œuvres entre 1 et 3 ans pour 80% des cas et une rentabilité à 2 chiffres. Très clair. Je mettrai le lien de Mathis en description pour ceux qui veulent aller voir tout ça plus en détail. Un grand merci à toi, Arnaud. Merci beaucoup de ton invitation. C'est un plaisir de parler d'investissement dans l'art et je suis sûr que tu as peut-être donné le goût à plein de personnes et c'est le but. Donc merci à toi et merci à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Je vous dis à très vite pour plein de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié le contenu. Ça permet de soutenir la chaîne et d'avoir plein d'autres invités géniaux comme Arnaud. Et prenez bien soin de vous. À très vite. À bientôt. Merci beaucoup.